Nées dans la tourmente de la guerre et de l'occupation, les éditions de Minuit ont marqué de façon unique l'histoire de la littérature et de l'édition française pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Restée indépendante jusqu'à aujourd'hui, elle incarne toujours une certaine idée de la littérature. Créer ou fonder une maison d'édition clandestine en 1942, c'est une affaire qui est extrêmement compliquée. Et on pensait d'ailleurs, les Allemands qui occupaient la France, mais aussi les gens, les intellectuels qui étaient occupés par les Allemands, pensaient que c'était quelque chose qui était absolument impossible, tellement il y avait de contraintes matérielles. Contraintes matérielles parce que dès que les Allemands arrivent à Paris, ils édictent des listes d'interdiction qui s'appellent des listes auto, qu'ils vont réviser périodiquement et qui interdisent la plupart des auteurs juifs et aussi communistes. Et donc ces auteurs-là n'ont plus le droit de publier. Leurs anciens livres sont mis au pilon et ils n'ont plus le droit de publier. Contrainte parce qu'il y a une pénurie extrêmement forte et qui va, au fur et à mesure de la guerre, devenir de plus en plus forte concernant le papier. Contrainte parce qu'il y a des lois qui sont édictées par les Allemands qui font que ne pas passer par le contrôle allemand signifie donc des peines d'emprisonnement qui peuvent être assez lourdes. Et donc, si vous voulez, vous êtes dans un monde où on peut fabriquer, et on a très vite fabriqué de la presse clandestine, mais de la presse clandestine qui était des tracts sur des feuilles recto-verso. Et jusqu'à ce qu'apparaisse Le silence de la mer, qui est le premier titre des éditions de Minuit clandestines, le 20 février 1942, on ne pensait pas possible de pouvoir publier un livre clandestin. Pierre de Lescure, par ailleurs engagé dans la lutte clandestine, refuse l'asservissement de la culture par les nazis et la collaboration, et lance avec cette première parution les prémices des éditions de Minuit. En 1944, il s'en explique lors d'une conférence. « Je me suis dit dès le début de l'occupation qu'il y aurait autour de moi des Français qui demeureraient des hommes libres. J'ai voulu qu'ils s'expriment en artistes et en hommes. Il fallait donc créer une maison d'édition, malgré l'occupation de la France, une maison d'édition clandestine, et j'ai fondé avec mon ami Jean Brulaire, Vercors, les éditions de Minuit. » Les éditions de Minuit, c'est d'abord un titre. C'est d'abord un titre et c'est d'abord un texte. Donc c'est Le silence de la mer, une nouvelle qui n'a plus d'éditeur. C'est un titre. Et puis ensuite, il suffit de trouver un imprimeur qui prenne le risque d'imprimer le texte, trouver du papier, ce qui n'est rien moins que simple, trouver un brocheur, ce qui non plus n'est pas... trouver des distributeurs, c'est-à-dire des gens qui acceptent de courir le risque de diffuser des textes clandestins. Écrit par Jean Brulaire sous le pseudonyme de Vercors, le premier tirage du Silence de la mer est de 400 exemplaires. 3 mois ont été nécessaires à sa fabrication. L'histoire en est simple. Un vieil homme et sa nièce, dont la maison a été réquisitionnée, doivent cohabiter avec un officier allemand. Malgré sa courtoisie et sa grande culture, il refuse tout dialogue avec lui. Face à l'occupant, la dignité du silence s'impose. Ce premier texte témoigne donc, malgré l'occupation et la collaboration, de l'existence en France d'écrivains demeurés libres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous lisez Le silence de la mer, en pensant qu'il suffisait d'aller l'acheter à la grande librairie de la collaboration, qui était la librairie Rive Gauche, qui se trouvait boulevard Saint-Michel, vous ne lisez pas le même texte que si le texte vous est transmis par un ami sous le sceau du secret, ou qu'il arrive mystérieusement dans votre boîte à lettres. Donc les conditions matérielles de publication sont absolument essentielles pour ne pas faire de contresens sur le texte. Pour un contemporain, c'est pas du tout ce qui sera parfois reproché au Silence de la mer d'être un texte pro-collaboration. Pas du tout. C'est un texte qui insiste beaucoup sur la dignité de l'occupé et qui dit en gros quoi comme message ?
on ne vous demande pas d'être des héros. On sait que tout le monde ne peut pas être des James Bond ou des gens qui vont aller faire sauter des trains. On vous demande simplement, en tant que Français occupés, d'avoir une attitude digne. Et cette attitude digne, elle est très simple. Elle consiste donc à pratiquer le silence et à limiter au maximum vos échanges avec l'occupant. De 1942 à 1944, 24 titres paraissent. Recueils de nouvelles, poésie, contes, ce sont tous des textes courts en raison des difficultés de fabrication et de diffusion. De grands écrivains comme Gide, Mauriac, Jean Cassou, Desnos y publient leurs textes. Tous les auteurs prennent des pseudonymes, souvent empruntés aux régions de France, comme Vercors l'avait fait. Aragon, Elsa Triolet, Paul Éluard, écrivains communistes eux aussi interdits par la censure, publient également des textes chez Minuit. Malgré l'omniprésence du Parti communiste dans la résistance, les éditions de Minuit savent néanmoins garder leur indépendance face au parti. Un des traits singuliers de Minuit est d'être toujours parvenu à conserver cette autonomie. Ça, c'est une chose qui est vraiment absolument étonnante et d'une certaine façon, les éditions de Minuit ont collaboré aussi bien avec les communistes qu'avec des auteurs résistants qui étaient de grands auteurs patriotes, mais en évitant ce double écueil de la nation, de la mise sous tutelle en quelque sorte de la nation et de la mise sous tutelle du parti. La littérature de résistance, c'est toute la littérature édictée par les mouvements de résistance, à savoir les journaux, qui ont une importance énorme pour l'identité des mouvements, ce sont les tracts, et ce sont les textes ultra-politiques. Et puis il y a la littérature clandestine, et qui en quelque sorte est le genre littéraire Minuit. Pourquoi ? Parce que c'est une littérature qui privilégie la littérature. Et qui donc fait attention à la fois à des questions de style et donc de forme, où la forme a toujours eu une importance absolument essentielle, mais qui aborde aussi certaines thématiques et n'en aborde pas d'autres. Et donc il y a un système de refus, parce qu'on pourrait imaginer que Minuit, à partir du moment où ça demande une telle prise de risque de publier clandestinement, que quand Minuit récupère des textes, Minuit les publie. Ce qui n'est pas le cas. On voit très bien que dès qu'il s'agit de textes trop réalistes, aussi bien dans la lutte contre les Allemands que concernant les rapports sexuels entre les populations occupées et les occupants, tout ça, c'est des choses qui ne franchissent pas le catalogue des éditions de Minuit. Les éditions de Minuit n'ont jamais été contre l'Allemagne. Ça, c'est une des valeurs fortes. Elles n'ont jamais été contre, enfin, ce n'était pas du tout une revanche patriotique peut-être, mais certainement pas nationaliste. Et donc, il y a toujours eu, pour ces hommes qui étaient des hommes, qui étaient des grands pacifistes, mais des pacifistes au sens noble du terme, c'est-à-dire qui ont cru, après la Première Guerre mondiale, qu'il y avait une possibilité de réconciliation entre la France et l'Allemagne, et qui ont milité dans toutes les années 30 pour ça, malgré la montée donc, du nazisme en Allemagne. C'est une génération humaniste qui a toujours pensé que voilà, on allait, à cause de la boucherie, que plus jamais Verdun, plus jamais les pertes qu'avait subies la France à ce moment-là, et donc il fallait plus de guerre. Et il fallait plus de guerre parce qu'il allait y avoir un accord intellectuel entre les deux pays. Et donc, ils refont la guerre malgré eux, ils refont la guerre contre l'occupant, mais la guerre qu'ils mènent, elle ne se mène pas contre l'Allemagne, elle se mène contre le nazisme. Et l'achevé d'imprimé sera toujours contre l'occupant nazi, jamais contre l'occupant allemand. Le jeune Jérôme Lindon, devenu directeur général en 1948, fait face après-guerre à une situation critique. Le retrait des deux fondateurs, peu de nouveaux auteurs et une situation financière catastrophique. Minuit peine à exister dans un contexte culturel obéissant aux lois du marché. Quand est-ce qu'on devient éditeur ? D'accord, ça c'est quand même une chose aussi, voilà. C'est pas parce que vous passez un diplôme que vous êtes éditeur. C'est parce que vous êtes capable de recevoir un manuscrit par la poste et de dire ça c'est génial, et qu'ensuite, 10, 15 ans après, il y a quelqu'un qui vient dire bah oui, ça fait partie de la littérature française. Voilà. Alors c'est un rite de passage un peu particulier, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le réussissent, et il se trouve que Jérôme Lindon va le réussir,
grâce à un auteur qui s'appelle Samuel Beckett et dont la femme, qui est Suzanne Duménil, va venir un jour apporter les manuscrits aux éditions de Minuit. En 1951, les éditions de Minuit sont quand même en faillite et donc Jérôme Lindon ne déjeune pas au restaurant parce qu'il n'a pas l'argent. Et il habite dans le 15e et il rentre tous les jours déjeuner chez lui. Les éditions de Minuit sont à ce moment-là, là où elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire rue Bernard Palissy, il faut donc prendre le métro. Et comme il est dans le trajet, il prend des manuscrits pour pouvoir lire dans le trajet. Et il se trouve qu'à l'époque, il descend à la Maude Piquet-Grenelle et il y a un ascenseur. Et il lit le manuscrit de Molloy, et les manuscrits, c'est pareil, c'était pas les manuscrits qu'on reçoit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment des textes sur papier libre. Puis la photocopieuse venait à peine de... Est-ce que c'était inventé dans les années 50? En tout cas, même pas. Donc à chaque fois que vous faisiez une copie avec du carbone. Et donc c'était assez rare. Donc vous n'aviez pas du tout, enfin je dis ça parce qu'il faut bien comprendre les conditions de production. C'est pas aujourd'hui, quand un auteur envoie son manuscrit à une maison d'édition, il fait imprimer sur un ordinateur et il en envoie, il inonde les maisons d'édition. Là, à partir du moment où chaque manuscrit représentait un effort, voilà, on envoyait un manuscrit à un ou deux, mais on n'avait pas 50 copies à disposition. Donc le manuscrit, c'était une chose qui était précieuse. Jérôme Lindon était donc en train de lire Molloy, rentre dans l'ascenseur, pique un fou rire, et certaines pages du manuscrit s'éparpillent. Et donc, comme l'ascenseur, vous sortez de l'ascenseur, vous avez des pages qui s'éparpillent, donc il y a une sorte d'urgence par rapport à ça. Et c'est comme ça que, voilà, sa scène, si vous voulez, la scène initiatique, je ne sais pas si c'est la grâce ou si c'est l'esprit éditorial qui lui est tombé dessus, mais ça se joue dans une scène où il y a un récit, où il y a une fable aussi, et on comprend à la fois l'urgence de récupérer ces feuilles et du fait que, voilà, parce que vous avez un trésor entre les mains et que vous devez sortir ce trésor d'un ascenseur qui est en train de repartir. C'est avec la découverte de Beckett que Jérôme Lindon devient un éditeur à part entière. Il publie immédiatement 3 titres qui tous ont été refusés par d'autres éditeurs. Molloy, Malone meurt et L'Innommable. Plus tard, une pièce de théâtre, En attendant Godot, deviendra la référence absolue du théâtre de l'absurde. En règle générale, le problème de la naissance d'un éditeur, c'est que vous devez toujours confirmer votre choix, et le 3e livre est le bon. C'est jamais le deuxième, mais pour être sûr que vous êtes en face d'un auteur, de quelqu'un qui va vieillir écrivain, et que vous n'avez pas publié un accident. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès sur un seul titre. C'est le 3e titre qui fait la loi du métier. Là, avec Samuel Beckett, avec la scène initiatique, il y a 3 manuscrits. Il y aura une sorte d'arche d'alliance entre Samuel Beckett, qui est un auteur qui a commencé, alors qui n'a pas non plus commencé sa carrière chez Minuit, il avait publié avant, mais qui va vieillir chez Minuit et qui est dans un rapport avec l'éditeur Jérôme Lindon qui n'a pas d'équivalent dans la maison, même si ça ne veut pas dire qu'il va y avoir d'autres types de liens que va développer Jérôme Lindon, notamment quand arrive Alain Robbe-Gris. Alors la période du nouveau roman, c'est d'abord la rencontre, là encore, entre 2 hommes, mais qui sont pour le coup des hommes de la même génération. D'accord, Samuel Beckett, il a 20 ans de plus que Jérôme Lindon. Donc c'est pas des gens, ils vont mettre très longtemps à se tutoyer. D'abord parce que Jérôme Lindon est un garçon bien élevé, et puis qu'il y a un problème de génération, alors que Robbe-Gris, c'est un pote. Voilà, alors l'équivalent, c'est ça. C'est un copain, c'est quelqu'un qui le tutoie, dont le premier livre est publié en 1953, c'est Les Gommes. Et là, il y a une sorte de partenariat qui fait que Jérôme Lindon va trouver avec Alain Robbe-Gris celui qui, avec lui, va faire fonctionner une instance fantôme, qui est le comité de lecture. Ils sont 2. Voilà. Et qui va être la personne avec laquelle il va définir une stratégie éditoriale, littéraire, qui va conduire au nouveau roman. Et donc il va falloir se démarquer, parce que les grands succès de la Libération, c'est Jean-Paul Sartre, c'est Albert Camus. Albert Camus avec L'étranger, Sartre avec un ouvrage philosophique, L'être et le néant, publié donc en 1943, une pièce de théâtre qui s'appelle Les Mouches,
Camus, L'étranger, 1942, et ça, c'est les vedettes, d'accord? Donc, c'est eux qui occupent la scène, l'existentialisme occupe la scène, et défend une littérature théorisée par Jean-Paul Sartre dans le cadre de la revue qu'il lance en 1945, qui sont les temps modernes. Et, si vous voulez, toutes les autres revues ou les autres maisons d'édition vont se positionner en pour ou contre. Mais la norme dominante à la Libération, c'est la littérature engagée. Et on va donc essayer de créer des espaces où on puisse faire autre chose que de la littérature engagée. Et Minuit, si vous voulez, à partir de 1953 jusqu'au nouveau roman, c'est-à-dire au début des années 60, va être le lieu où va s'élaborer une littérature différente de la littérature engagée, celle que le critique du Monde, Émile Henriot, va baptiser nouveau roman, parce qu'il ne sait pas quoi en dire, parce qu'il n'aime pas ça. À partir donc de la jalousie, de la recension de 2 titres, La jalousie de Alain Robbe-Grillet et Tropisme de Nathalie Sarraute, 2 ouvrages publiés aux éditions de Minuit. Et si vous voulez, c'est en quelque sorte la rencontre de Jérôme Lindon et d'Alain Robbe-Grillet qui va sauter sur l'occasion et faire de ce qu'est un nom commun un nom propre. Et donc, tout le travail de la maison entre 57 et 61, 62 va consister à faire en sorte que Nouveau Roman, qui s'écrit avec un petit N et un petit R, s'écrive Nouveau Roman avec un grand N et un grand R, et soit considéré comme Nouveau Roman exclusivement les livres publiés sous la couverture des éditions de Minuit. Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Marguerite Duras forment le noyau dur de ce mouvement. Comme Pierre de Lescure et Vercors avaient inventé pendant la guerre la littérature clandestine, en 1957, le Nouveau Roman invente la littérature dégagée. Mais quels sont les liens qui unissent réellement ces écrivains, tous publiés sous la couverture Minuit ? Tous ces auteurs-là partagent un refus. Et souvent, pour faire une école, il faut savoir contre quoi on n'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils considèrent comme une instrumentalisation de la littérature, et dans ce que Sartre appelle la littérature engagée. En disant, nous, la littérature, c'est pas là pour prendre en charge les problèmes d'une époque, c'est là pour réfléchir, inventer de nouvelles formes, qui font en sorte que l'époque est totalement singulière, parce que les livres que nous écrivons ne peuvent pas avoir été écrits à un autre moment que ceux auxquels ils sont écrits. Et le moment est un moment très important. Pourquoi ? Parce que c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est la découverte du génocide, c'est le moment où jamais dans l'histoire de l'humanité, et je pèse mes mots, on est arrivé à un tel degré zéro de l'humanité. Et donc c'est l'authenticité du Nouveau Roman que d'avoir posé, si vous voulez, la question du style comme étant une question historique. C'est très loin de ce que veut Sartre, parce que Sartre considère, lui, que l'historicisation de la littérature, le fait que la littérature tienne compte de l'histoire, c'est pas au niveau de la forme, c'est au niveau des thèmes. Donc si vous ne parlez pas de révolution, si vous ne décrivez pas la mort d'un enfant, eh bien vous ne faites pas de la littérature révolutionnaire. Alors que qu'est-ce que disent Claude Simon, Robbe-Grillet et Butor ? C'est qu'on peut parler d'une tasse et d'une soucoupe, c'est la façon dont on va en parler de la tasse et de la soucoupe qui fait que notre littérature tiendra compte de l'avènement du monde après Auschwitz. Lorsque vous prenez le catalogue des éditions de Minuit, Minuit entre dans le Nouveau Roman en mars 1957, en octobre 1957, premier texte publié pour dénoncer la torture pratiquée par l'armée française en Algérie, c'est pour Djemila Bouhired, de Jacques Vergès et de Georges Arnaud. Et vous allez avoir comme ça un feuilletage sur ces années 57-62, qui sont les grandes années de production du Nouveau Roman. Il se trouve que ce sont également les années de l'Algérie, les années de la guerre d'Algérie, et que Minuit va publier autant de textes concernant l'Algérie que les éditions de Minuit clandestines pendant l'occupation, c'est-à-dire 23 plaquettes dans la collection Documents, et que c'est le principe du sandwich, vous sortez un nouveau roman, vous sortez un texte sur la guerre d'Algérie. La question de Henri Elleg est le plus emblématique des textes édités par Minuit dénonçant la torture en Algérie. L'historien Pierre Vidal-Naquet est aux côtés de Jérôme Lindon dans ce combat.
Pour eux, poursuivre la guerre revient à légaliser la torture, et ils défendent la désertion comme une nécessité pour l'honneur de la France. Sur la vingtaine de titres publiés de 1958 à 1962, 12 titres seront saisis. Parvenir à faire de cette question morale une question politique, c'est tout le travail des éditions de Minuit. Et comment vous faites ça? Il faut considérer que la torture, ça n'est pas un accident pendant la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la nature de la guerre. Une guerre coloniale, c'est une guerre qui appelle la torture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre les ennemis. À partir du moment où vous ne reconnaissez pas votre ennemi comme un égal, parce qu'il est un homme colonial et qu'il est donc un homme en dessous de vous, vous êtes amené à pouvoir le traiter comme un objet et vous ne pouvez pas imaginer pratiquer la torture si vous ne déshumanisez pas l'homme et que vous n'acceptez pas de le traiter comme un objet. Jamais Jérôme Lindon, qui est un ancien combattant, n'a promu la désertion. Il a considéré qu'on était en état de nécessité, qu'à partir du moment où la France rappelait des jeunes engagés pour les envoyer en Algérie et les mettait dans la situation où ils ne pouvaient pas éviter de torturer, dans ce contexte historique-là, il fallait admettre l'hypothèse de la désertion. Jérôme Lindon s'est engagé à ce point dans la guerre d'Algérie parce que c'est un résistant. Et que Jérôme Lindon s'est toujours engagé. C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans la guerre d'Algérie, comme il s'engagera de façon aussi radicale dans le prix unique du livre. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très lié à une génération, qui fait que ce qui se passe à l'extérieur, ou ce qui concerne la France, ça vous concerne. Et ça, c'est un héritage, qui est vraiment la culture de la résistance. Et ensuite, Jérôme Lindon s'est engagé dans la guerre d'Algérie parce qu'il était l'éditeur de Samuel Beckett. Et qu'à partir du moment où, il a toujours dit ça, on avait la chance d'éditer Samuel Beckett, eh bien on faisait en sorte que la liberté d'expression soit préservée pour tout le monde. En 1960 est publiée la Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Plus connue sous le nom